nous accueillons Monsieur Abdoulaye Cissé. Monsieur Abdoulaye Cissé est un sociologue, un psychologue conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Il a eu effectivement, dans le cadre de la collaboration avec Forceven, à animer déjà un webinaire qui s'intitulait Le développement de réseaux relationnels en matière de recherche d'emploi. Donc, c'est des thèmes connexes qui peuvent aller ensemble. Donc, on peut dire que c'est dans la continuité avec le thème d'aujourd'hui qui a pour objectif de permettre à l'apprenant d'établir lui-même un plan d'action et une stratégie de recherche d'emploi. Alors, quand on parle de stratégie de recherche d'emploi, on peut dire que c'est un ensemble d'actions, d'opérations mises en place en vue d'atteindre un but précis et de la manière la plus efficace et la plus efficiente qui est possible. Donc, aujourd'hui, nous accueillons M. Abdoulaye Cissé qui chargera d'animer ce webinaire sur la stratégie de recherche d'emploi. Monsieur Cissé, je vous laisse compléter la présentation et aller directement à la présentation. Je rappelle, Monsieur Cissé en a l'habitude, c'est une présentation de 15 à 20 minutes qui va être le prétexte pour poser le débat et recueillir les questions, les suggestions, en tout cas la position des apprenants sur la question de la stratégie de recherche d'emploi. Monsieur Cissé, je rappelle, hein, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'apprenants qui m'interpellent parce ils ont un peu un moral faible parce que ils ont fait beaucoup de dépôts, beaucoup de candidatures sans même avoir des retours. Il faudra vraiment les remonter et établir avec eux une véritable stratégie de recherche d'emploi. En tout cas, revoir la manière de faire pour qu'ils puissent le plus rapidement possible, qu'ils puissent décrocher un premier emploi. Merci beaucoup, M. Sissi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Babacar. Bonjour à toutes et à tous. Je dois dire que c'est un plaisir de revenir partager avec vous sur les stratégies de recherche d'emploi. Comme Babacar l'a dit tout à l'heure, la dernière fois, on avait échangé autour de la question relative donc à la mise en place d'un réseau relationnel en matière d'emploi. Et aujourd'hui, on vient partager avec vous sur un sujet extrêmement important portant sur les stratégies de recherche d'emploi. Comme il l'a remarqué tout à l'heure, ces deux sujets donc, qui vont de pair. Quand on parle de la mise en place d'un réseau relationnel en matière d'emploi, effectivement, le réseau est établi. Maintenant, il faut développer des stratégies d'emploi. Et ce qu'il faut comprendre de prime abord, c'est qu'il y a différentes stratégies en matière de recherche d'emploi. Mais nous, dans le cadre de cette intervention, nous allons tout simplement essayer de partager avec vous quelques-unes de ces stratégies pour dire qu'elles ne sont pas exhaustives. Mais au cours des débats, nous pouvons effectivement revenir sans doute sur d'autres stratégies qui ne sont pas abordées dans le cadre de cette présentation. Notre souhait est que ce webinaire soit très pratique. Et l'objectif principal visé, Babacar l'a dit tout à l'heure, mais au-delà de cet objectif, c'est de vous outiller et avoir des capacités techniques pratiques en matière de stratégie de recherche d'emploi. Et à la fin de la présentation, vos questions et vos contributions vont davantage donc, enrichir les discussions autour donc, de cette thématique. Donc, Babacar, est-ce que vous pouvez partager la présentation ou bien c'est à moi de le faire? Oui, c'est haché, hein, c'est haché, il y a des coupures à OK. votre niveau, donc on vous entend pas très clairement, il y a des coupures. Ah Alors, oui? vous pouvez partager votre écran, hein. OK. C'est bon à votre niveau, vous avez la possibilité. Ou bien vous voulez que je partage moi-même l'écran? Oui, 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 je préfère. Parce que comme apparemment, j'ai quelques soucis de connexion, disiez-vous. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore, oui. Vous voyez mon écran? Pas encore, hein. Oui, c'est bon. C'est Maintenant, bon? oui, si vous pouvez mettre en mode présentation, c'est mieux. Oui. Ok.
Voilà. C'est bon à votre niveau ou bien Oui, c'est bon. Maintenant, vous pouvez passer au je peux slide. défiler, hein? Oui. Voilà. Donc, en guise d'introduction, Babacar l'a rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup de candidats à l'insertion qui ont des CV vraiment impeccables, des CV très bien élaborés, une lettre de motivation excellemment rédigée, mais qui sont souvent confrontés quand même à décrocher un travail. Souvent, c'est difficile. Vous avez un bon CV, vous avez une bonne lettre de motivation, vous déposez véritablement à des appels à candidature, mais vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que vous déposez, voilà, vous n'êtes pas retenu pour le poste. Alors, votre recherche d'emploi, donc, bat toujours de l'aile. Et vous avez déposé véritablement là où vous pensez être quand même avoir un bon profil pour avoir décroché ce poste. Alors, dans ce cas, je pense qu'il serait même temps d'opérer un temps d'arrêt et de réfléchir sur vos stratégies. Effectivement, dans le cadre de cette présentation, nous allons revenir sur les différentes stratégies qu'il faudrait essayer de développer pour décrocher, pour avoir en tout cas vos chances d'insertion. Alors, par rapport à la présentation, nous allons revenir sur 10 points qui nous semblent intéressants par rapport à la thématique. D'abord, c'est de se concentrer sur un domaine. Babacar, vous pouvez avancer. Le plan de présentation. Est-ce que vous me recevez? Oui, 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 je vous reçois. Voilà, c'est ça. Donc, le plan de présentation est structuré autour de 10 points. Et donc, chaque point constitue en lui-même une stratégie. D'abord, se concentrer sur un domaine. Nous allons y revenir. Enrichir vos compétences techniques, vos compétences pratiques, mais également théoriques. Miser sur les candidatures spontanées. On en a parlé la dernière fois. Déposer sa candidature en personne, donc au niveau des structures de recrutement, mais également de gestion d'intérim. Tirer profit des réseaux sociaux non professionnels. On va y revenir. Déposer son CV dans ce qu'on appelle les CV tech. On en a au Sénégal. Mobiliser son réseau professionnel. La dernière fois, on a beaucoup abordé la question relative donc, au réseau. Participer à des salons d'emploi, s'inscrire à des job dating et parfois faire un break, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà les 10 points sur lesquels nous allons revenir au fur et à mesure de cette présentation. Et ensuite, vos questions vont davantage donc, enrichir les débats. Donc le premier point, c'est de se concentrer sur un domaine. Slide, s'il vous plaît. Sinon, je peux y aller directement. Donc, le premier point, c'est de se concentrer sur un domaine. Souvent, les recruteurs, les cabinets et ce qu'on appelle les chercheurs de tête, donc, sont chargés effectivement de dénicher des talents. Et ces structures-là, généralement, cherchent des profils spécialisés dans un domaine spécifique ou bien dans un métier avec des compétences
spécifiques, pour ne pas dire particulières. Souvent, ces structures ne sont pas à la recherche de quelqu'un qui sait tout faire. Et souvent, c'est l'erreur que nous commettons dans nos CV. Nous mettons du tout et du rien, alors qu'en termes de recherche d'emploi, ce qu'il faut éviter en réalité, c'est d'être un généraliste. Et il est fortement recommandé, dans le cadre de l'élaboration de votre CV, de calibrer le contenu de votre CV par rapport aux exigences du poste. Les recruteurs se méfient souvent des CV fourre-tout, des CV dans lesquels on trouve véritablement toutes les sessions de formation, toutes les formations qu'on a suivies, donc toutes les sessions de renforcement de capacité. Non, souvent, vous risquez de faire de votre CV un fourre-tout. Et il pourrait être extrêmement difficile pour le recruteur de faire un ciblage. Alors que je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, souvent les recruteurs n'ont pas le temps de lire un CV pendant 5-10 minutes. Souvent, c'est 1 minute, 2 minutes. Donc, c'est pourquoi on conseille très souvent de faire véritablement des CV concis, succincts. Calibrez votre CV par rapport aux exigences du poste. Ouais. Vous avez fait beaucoup de formations, vous avez bénéficié de beaucoup de sessions de renforcement de capacité, mais tâchez d'avoir un CV succinct qui répond véritablement aux critères déclinés, très souvent dans l'appel à candidature. Alors, si vous êtes trop généraliste dans vos recherches, vous vous rendez compte que vous avez essayé véritablement de vous remettre en question, de revoir votre CV, de le calibrer par rapport aux exigences, mais vous n'y arrivez pas. Alors, dans ce cas, il faut faire ce qu'on appelle un bilan de compétences. Souvent, c'est avec un professionnel ou vous-même, vous pouvez le faire, votre propre bilan de compétences. Et ce bilan de compétences va vous aider à affiner votre projet professionnel. Parce que quand on parle également de recherche d'emploi, il faut avoir un projet. Ce projet peut être personnel, mais également professionnel. Et c'est ce projet personnel et professionnel qui va vous aider effectivement à avoir un CV cadré, calibré par rapport à ce que vous voulez faire exactement. Parfois, on a tellement envie d'avoir véritablement le poste qu'on pourrait penser que mettre tous les éléments dans le CV peut renforcer nos chances de décrocher le poste. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à la rédaction des CV, c'est l'adaptation de celui-ci. Il faut toujours adapter le CV par rapport aux exigences du poste et non pas faire un CV fourre-tout dans lequel on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, du tout et du n'importe quoi. Donc ça, c'est un premier élément. Se concentrer sur un domaine spécifique. Vous êtes sociologue, vous avez suivi une formation en sociologie générale, mais vous vous êtes spécialisé dans un domaine. Par exemple, je suis sociologue de formation, mais spécialisé en études, genre et développement. Je suis sociologue de formation spécialisé en travail et organisation. Je suis sociologue de formation spécialisé, par exemple, en environnement. Tout comme le géographe peut être également un géographe, mais spécialisé en environnement ou bien en système d'information géographique, entre autres. Donc, il faut mettre en exergue votre spécialisation et pas simplement la formation théorique générale reçue soit de l'université ou de l'école de formation ou bien de l'Institut supérieur de formation. Donc, un CV doit toujours être adapté aux exigences du poste. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport à ce premier point. Au-delà de se concentrer sur un domaine, il faut également enrichir vos compétences. On l'a dit la dernière fois, on est dans un monde où on est perpétuellement dans une perspective de renforcement de nos compétences. Alors, une fois que vous savez précisément ce que vous souhaitez faire, devenez un vrai spécialiste dans votre domaine d'activité. Et pour être un spécialiste dans votre domaine d'activité, vous avez besoin effectivement de réaliser des formations complémentaires avec des spécialisations. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, vous pouvez avoir comme domaine la sociologie, mais avec une spécialisation en genre et développement, en travail et organisation, en, par exemple, santé reproductive des adolescents et jeunes, en religion et culture. Le géographe, pareil, il peut être un géographe généraliste, mais spécialisé en environnement. C'est pourquoi on parle de géographe environnementaliste, de géographe qui est spécialisé en système d'information géographique, un géographe qui est spécialisé, par exemple, en aménagement du territoire. Voilà cette spécialisation qui fera la différence
par rapport aux autres candidats. Et maintenant, le reste, c'est toujours d'adapter votre CV par rapport aux critères déclinés dans l'appel à candidature. Nous n'avons pas besoin de tout mettre dans nos CV. Donc, il y a certains éléments qui ne sont pas pertinents par rapport au poste. Il faut effectivement essayer de les élaguer et se concentrer par rapport aux exigences du poste et se rendre compte que le recruteur n'a pas le temps, encore une fois, de faire le tour de vos CV. Donc, il y a des parties spécifiques qui l'intéressent dans le CV au-delà des présentations. Et ce sont ces parties-là qu'il va regarder. Et si vous avez également une expérience pratique dans le domaine, il faut aussi mettre en exergue cette expérience pratique, que ce soit un travail antérieur, des stages que vous avez réalisés dans le domaine. Voilà les éléments qu'il faudra essayer de mettre en exergue dans votre CV. Aujourd'hui, il a été constaté que nombreux sont ceux qui optent de plus en plus pour des formations en apprentissage ou en alternance. Il ne s'agit pas simplement d'être dans un domaine, mais de diversifier vos connaissances, de diversifier vos compétences pour effectivement maximiser vos chances effectivement d'insertion dans le marché de l'emploi. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est de miser sur la candidature spontanée. On en a parlé la dernière fois. Lorsque les offres d'emploi ne viennent pas à vous, vous ne pouvez pas rester chez vous en espérant vous insérer sans pour autant vous déployer. Vous devez effectivement vous déployer. Essayez d'aller vers les offres d'emploi. En faisant quoi? En misant sur la candidature spontanée. C'est une démarche proactive qui vous permet de proposer directement vos services à des entreprises, à des structures, selon vos domaines de compétences, sans attendre même qu'elles formulent un besoin de recrutement. Ça peut être extrêmement payant parce que ça montre que vous êtes proactif, vous êtes dynamique, vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Voilà l'impression que ça pourrait donner à l'entreprise ou bien au chef d'entreprise ou en tout cas à la structure qui recrute. Donc, les candidatures spontanées, n'hésitez pas à le faire. Vous passez à côté d'une structure, vous vous rendez compte que cette structure-là, ses offres de services cadrent avec votre formation, cadrent avec votre profil. N'hésitez pas à entrer, à demander des informations et la prochaine fois à venir déposer soit une demande de stage, soit une demande d'emploi. Donc, ça peut être effectivement payant. Mais en plus de multiplier vos chances de décrocher un entretien, la candidature spontanée témoigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, de votre esprit d'initiative et montre que vous savez exactement ce que vous voulez. Voilà le troisième point, donc, miser sur les candidatures spontanées, ne pas les négliger. Il faut aller à la rencontre, véritablement, de l'emploi, des offres d'emploi. Le quatrième point, c'est de développer sa candidature en personne. Déposer sa candidature en personne. Donc, c'est toujours dans la continuité des candidatures spontanées. Notamment, on en a parlé la dernière fois, à l'ère du tout numérique, on a tendance à penser que se rendre dans les locaux de l'entreprise pour proposer sa candidature est une perte de temps. Ou pire, ça peut déranger. C'est tout à fait le contraire. Parfois, c'est bien de vous rapprocher de ces structures, de collecter des informations pertinentes et de calibrer, dans ce cas, votre lettre de motivation et votre CV par rapport donc, à l'offre de services disponible au niveau donc, de cette entreprise ou bien de cette structure. N'hésitez pas à se rendre directement sur place pour se présenter, demander s'il y a des offres qui sont disponibles ou s'il n'y a pas d'offres disponibles, n'hésitez pas. Souvent, les entreprises, donc, ils ont souvent des logisticiens ou en tout cas des secrétariats au niveau desquels vous pouvez déposer vos candidatures en attendant. Et n'hésitez pas de temps en temps à relancer. À tisser également un petit réseau relationnel au sein des entreprises que vous ciblez. Prenez connaissance avec soit le secrétaire ou la secrétaire, soit un expert qui travaille au niveau de cette structure. Et de temps en temps, n'hésitez pas à relancer. On ne vous demande pas quand même de l'harceler, d'être dans le harcèlement, mais au moins de temps en temps de relancer. Est-ce qu'au niveau de votre entreprise, il n'y a pas d'appel à candidature? Donc, vous informez. Parce que le candidat à l'insertion, quand même, se doit quotidiennement de s'informer par rapport au marché de l'emploi. Et c'est justement parce que il y a également peu de candidats qui vont directement au niveau de ces structures pour déposer des candidatures que vous pouvez vous démarquer.
à force de voir que cette personne-là, il a un CV vraiment intéressant, il a une lettre de motivation très bien élaborée, mais en plus de tout cela, de temps en temps, on le voit, on sait qu'il a de l'envie, on sait véritablement qu'il veut faire quelque chose, et que son insertion véritablement l'intéresse. Et avec peu de chance, vous pouvez vous-même décrocher un entretien informatif avec un manager ou avec le patron dans la foulée. Les entretiens informatifs, c'est toujours important. Souvent, vous allez à la rencontre d'un expert, d'un agent de la structure, vous discutez avec lui et souvent, les gens sont ouverts à vous dire ce qu'ils font, donc ce qui est attendu et souvent à vous donner des informations peut-être que les autres candidats peuvent ne pas avoir parce qu'ils n'ont pas fréquenté la structure, ils n'ont pas fréquenté l'entreprise. Vous, à force d'y aller, vous rencontrez des gens qui vous donnent certaines informations qui vont, dans le cadre de recrutement, ces informations peuvent effectivement faire la différence. Et le cinquième point, on en a parlé également la dernière fois, ce sont les réseaux sociaux non professionnels. Et quand on parle souvent de réseaux sociaux, on parle d'emblée à LinkedIn ou à Viadeo. Mais il y a d'autres réseaux. Parce qu'un réseau social, ce n'est pas seulement via le numérique, il y a également un réseau social personnel et qui peuvent être de formidables outils pour dénicher des opportunités d'emploi. Souvent, c'est des connaissances, souvent, c'est des gens rencontrés dans le cadre des salons d'emploi, dans le cadre d'un forum, et vous gardez des relations avec ces personnes. Et ces personnes peuvent effectivement vous aider dans le cadre de votre insertion. Mais n'hésitez pas également à faire appel à ces réseaux, soit professionnels, soit non professionnels, comme LinkedIn via des là où on partage souvent des appels à candidature et où souvent les recruteurs également essaient de voir les profils des uns et des autres, des candidats potentiels, et de faire souvent un ciblage. Parce que de plus en plus, en matière de recrutement, souvent, il y a ce qu'on appelle la cooptation. Et la cooptation, souvent, c'est des profils qu'on a visités. On se rend compte que, voilà, par rapport à tel profil, ce candidat-là pourrait être intéressant. Donc, on vous convoque pour un entretien d'embauche ou bien un entretien d'offre de stage, entre autres. Donc, il faut essayer de professionnaliser au mieux également vos profils sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Là, quand même, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'effectivement, c'est un réseau social, mais qui est très professionnel et en matière d'emploi, ça peut être payant. Il y a également Twitter ou X, par exemple, qui regorge d'offres d'emploi. Et il vous suffit de vous abonner à certains hashtags tels que job, offre d'emploi, ou tout simplement le hashtag emploi, ou bien suivre des comptes de carrière, donc des grandes entreprises dédiées à la diffusion de leurs dernières offres d'emploi. Souvent, la plupart des offres d'emploi aujourd'hui transitent via le numérique, via les réseaux sociaux. Il y a également Facebook, que nous n'utilisons pas très souvent à bon escient, mais qui peut être également un vecteur, effectivement, d'offres d'emploi. Il y a des groupes sur Facebook, des pages sur Facebook, par exemple, Opportunité d'emploi, qui est une page très connue, donc opportunité d'emploi, donc dans laquelle l'administrateur partage quotidiennement des offres d'emploi. Et ce réseau-là donc existe ici au Sénégal. Le sixième point, c'est également de déposer vos CV dans ce qu'on appelle les CV Tech. Les CV Tech, souvent, c'est une sorte de bibliothèque. D'ailleurs, c'est pourquoi ça termine par Tech. C'est une sorte de bibliothèque de CV. Donc, dans laquelle les entreprises recherchent des profils qui correspondent à leurs besoins, grâce à un système de recherche par nous. Souvent, nous tous, on a eu à le faire, à vivre l'expérience, à déposer nos CV sur des plateformes numériques. Voilà, parfois on peut déposer 3 CV, 4 CV différents. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure au début, le CV doit toujours être calibré par rapport à un domaine spécifique de compétences. Donc, c'est pourquoi quelqu'un peut avoir un CV, 2 CV, 3 CV, 4 CV, voire 5 CV. Tout dépend véritablement de son pedigree et des différentes formations qu'il a eu à suivre. Et également des différentes expériences qu'il a eu à capitaliser. Donc, chaque expérience capitalisée
si vous avez soit un diplôme ou bien bénéficier de sessions de renforcement de capacité dans ces domaines-là, ça pourrait faire l'objet effectivement de rédaction d'un CV à part. Alors, pour que cette stratégie soit efficace, vous devez mettre en avant sur votre CV votre spécialité dans un domaine particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le point 7, c'est de mobiliser son réseau professionnel. On a parlé tout à l'heure des réseaux personnels. Au-delà du réseau personnel, il y a également le réseau professionnel. Et toutes les études s'accordent. Toutes les études ne s'accordent pas sur le pourcentage précis, mais elles s'accordent quand même sur un principe. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, la majorité des offres d'emploi sont pourvues grâce au réseau professionnel. Souvent, c'est des connaissances que vous avez dans votre entourage professionnel qui vous passent certains appels à candidature. Donc, et cela pourrait effectivement faciliter votre insertion ou bien votre transition. Parce qu'au-delà de l'insertion, c'est peut-être c'est par rapport au candidat qui est à la recherche de son premier emploi, mais il y a également les professionnels qui souhaitent transiter, qui souhaitent véritablement progresser, donc qui souhaitent aller explorer d'autres secteurs. Voilà ce qu'on appelle donc la transition professionnelle. Donc, c'est de quitter souvent une profession pour évoluer vers un autre ou bien pour aller explorer un autre domaine. Et là, le réseau professionnel peut être extrêmement important. Alors, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, informez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, toujours auprès de vos collègues. Ils peuvent être extrêmement importants. Vos anciens collègues, vos proches, vos amis, sans toutefois ramener le sujet constamment sur la table. Faites comprendre à ceux qui vous entourent que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Souvent, nous tous, nous sommes insérés quelque part, mais de temps en temps, quand même, entre collègues, on discute. Voilà, il y a telle structure qui offre tel poste, ça cadre avec ce que vous cherchez. Est-ce que vous n'allez pas déposer? Parfois, on a besoin également de faire une expérience internationale, peut-être d'aller au-delà du Sénégal, vendre nos compétences là-bas, revenir donc davantage renforcé. Et ça, souvent, c'est dans le secteur professionnel où on a ces genres d'informations. Donc, le réseau professionnel peut être extrêmement important, surtout par rapport à celui qui détient déjà un emploi, mais qui est à la recherche d'une opportunité professionnelle, d'une autre opportunité professionnelle. Et le point 8, c'est de participer à des salons d'emploi. Les salons de recrutement sont aussi une très bonne manière de découvrir des entreprises et des offres d'emploi. Ça peut être près de chez vous, tout comme ça peut être ailleurs. Mais comme vous êtes un candidat à l'insertion, n'hésitez pas à vous déplacer, si les moyens le permettent, effectivement, à vous déplacer, aller dans ces salons, rencontrer des recruteurs, rencontrer des professionnels, échanger avec eux, collecter des informations et une fois de retour, faire la synthèse de toutes ces informations-là et voir ce que vous pouvez en tirer comme profit. Ça peut être extrêmement important. Pensez également à surveiller les événements qui se déroulent dans votre région, mais également dans votre zone, donc dans votre zone, dans votre milieu. Donc, il y a souvent des universités qui animent des forums, il y a souvent des agences de l'État qui sont spécialisées dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi, dans l'insertion, donc dans l'accompagnement également des chercheurs d'emploi par rapport au financement de leurs projets. Donc, n'hésitez pas à aller également vers ces différentes antennes, vers ces différentes entités pour collecter des informations et n'hésitez pas également à participer à ces salons, à ces forums pour non seulement avoir la possibilité de rencontrer des recruteurs, mais également des chefs d'entreprise qui peuvent avoir besoin de vos compétences. Le 8e point, c'est de s'inscrire à ce qu'on appelle les job dating. Le job dating, c'est sur le même principe que ce qu'on appelle les speed dating. Au Sénégal, on connaît beaucoup plus les speed dating. Souvent, c'est des rencontres informelles qui cherchent à mettre en relation donc, des personnes. Par exemple, on peut organiser donc un speed dating pour des célibataires, par exemple, qui sont à la recherche d'un mari, ou bien des célibataires qui sont à la recherche d'une épouse. Souvent, c'est organisé au Sénégal. Hein. C'est des gens de forum où on essaie véritablement, moi, par exemple, je suis un haut fonctionnaire, je n'ai pas le temps tout le temps
d'avoir des relations sérieuses. Donc, je participe à des speed dating. Ça me permet de rencontrer beaucoup de personnes. Si, par exemple, je suis une célibataire, ça me permet de rencontrer beaucoup de jeunes filles, de discuter avec elles et de faire un profilage. Donc, c'est le même principe avec les job dating. Les job dating donc, permettent de rencontrer plusieurs recruteurs en un laps de temps très court. Alors, s'ils demandent une certaine préparation, ces job dating, ils se révèlent être de formidables occasions pour décrocher également un job. Souvent, c'est organisé. C'est comme des forums de l'emploi. Donc, il y a tous les recruteurs qui sont là, il y a les entreprises, il y a des structures qui sont là prêtes à recruter. Maintenant, au fur et à mesure que vous passez, c'est comme des gens de test. Donc, vous discutez avec un professionnel qui vous questionne par rapport à ces domaines, mais par rapport également à vous, vos domaines de compétences, qui prend note. Donc, qui réalise des fiches avec véritablement toutes les informations clés. Et maintenant, au terme de cette rencontre, donc, en interne, il y aura un travail maintenant d'élimination et de recension. D'éliminer, par exemple, les candidats qui ne répondent pas aux critères exigés et de retenir ceux qui sont véritablement, qui ont les compétences nécessaires par rapport à l'exercice d'une fonction. Donc, c'est des rencontres qui mettent souvent donc, à profit les compétences de divers candidats sur instruction et sur demande de structures prêtes à recruter. Et le 10e et dernier point, c'est souvent de savoir faire un break. Parfois, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, on a un bon CV, on a une bonne lettre de motivation, on dépose, mais souvent, nous ne sommes pas recrutés. Alors, parfois, mieux vaut lever le pied et faire une pause de quelques jours, voire quelques semaines pour mieux repartir. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais avoir peur de l'échec. Ne jamais avoir peur de l'échec. Comme le disait l'autre, c'est l'effort qui fait l'effort. Et surtout, de savoir rebondir. Parce que la réussite, l'adage le dit, la réussite au bout de l'effort. Le poste de vos rêves vous attend forcément quelque part, même si cela peut prendre un peu de temps. Donc, de temps en temps, il est bien de faire un break. Comme je l'ai dit, de faire un bilan de compétences. Pourquoi moi, j'ai déposé mais je n'arrive pas à décrocher un poste? Donc, tu fais un break et tu fais ce qu'on appelle une introspection professionnelle. Au plan professionnel, par rapport à mon cursus, qu'est-ce qui ne va pas? Vous posez un certain nombre de questions. Et au terme de cette introspection, effectivement, vous donnez un souffle nouveau et repartir à la recherche de l'emploi. Parfois, à force d'être dans une affaire de manière trop rapprochée, ça peut produire ce qu'on appelle une certaine cécité. Donc, c'est bien parfois de faire un break, de se poser un certain nombre de questions, de se revoir à lui-même, par exemple, de faire son introspection et ensuite de repartir sur un bon pied. Et en dernier lieu, une sorte de synthèse par rapport au système de recherche d'emploi. Et ça, c'est ressorti donc c'est la synthèse faite par un chercheur qu'on appelle Richard Nelson Bowles. Pour lui, ce que l'employeur fait et ce que le chercheur d'emploi fait. Alors, pour lui, l'employeur recherche des personnes compétentes d'abord en interne. Souvent, les recrutements se passent en interne. Si la compétence existe en interne, on n'externalise pas l'appel à candidature. C'est ce qu'on appelle des promotions internes. Par exemple, tu peux entrer dans une entreprise en étant assistante administrative et financière. Au bout de 4 ans, et on ouvre un poste de comptable, mais avant d'externaliser ça, on va tester d'abord notre assistante administrative et financière. Si parce que l'assistante administrative et financière travaille très souvent de manière étroite avec le comptable. Alors, si à travers cette relation professionnelle étroitement liée, est-ce qu'il a acquis des compétences? Mais au bout de 2-3 ans également, l'assistante administrative et financière pourrait suivre, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut renforcer vos capacités. C'est dire que, bon, au niveau de cette structure, moi, j'ai la chance d'évoluer, parce qu'il y a ce qu'on appelle une promotion interne. Donc, je vais faire un master en comptabilité. Et si, entre-temps,
il ou elle a ce master en comptabilité, si on ouvre un poste en comptabilité d'abord, on cherche la compétence en interne. Maintenant, si la compétence n'est pas disponible en interne, c'est à partir de là qu'on externalise. Donc, la compétence est toujours recherchée en interne. C'est pourquoi même le professionnel qui a son insertion dans une structure publique ou privée, il est toujours obligé de faire des sessions de renforcement de capacité, aussi bien dans ces domaines que dans des domaines connexes par rapport à sa spécialisation. Ça peut également renforcer vos chances d'évolution au sein d'une structure. Ce que l'employeur fait, c'est également aller à la rencontre d'un chercheur d'emploi. Un chercheur d'emploi qui a fait preuve de compétences. Il ne s'agit pas simplement de suivre des études purement théoriques et d'espérer avoir souvent une insertion. C'est pourquoi les stages sont bien. Moi, je ne cesse de le dire aux différents consultants que je rencontre, n'hésitez pas à faire des stages. Si c'est payant, prenez. Si ce n'est pas payant, prenez. Tant que vous avez 100 francs ou 200 francs pour payer le transport, n'hésitez pas à faire ces stages. Parce que ce sont ces stages qui vont vous permettre d'étayer votre CV en termes de compétences pratiques. Si vous faites un stage, vous apprenez, donc vous allez acquérir une compétence pratique. Et c'est cette compétence pratique en réalité que cherche l'employeur. L'employeur n'a pas le temps de vous reformer, bien de vous former encore une fois. Vous avez suivi une formation universitaire, vous avez un bac+2, vous êtes un technicien supérieur en tel, alors l'employeur n'a pas le temps de revenir pour encore vous encadrer, vous former. Non, l'employeur a besoin de quelqu'un qui a des compétences pratiques. Souvent, dans les appels à candidature, on demande aux candidats une expérience professionnelle de 3 ans, une expérience professionnelle de 5 ans. Mais cette expérience professionnelle de 3 ans, de 4 ans, c'est souvent, comme vous n'avez jamais eu une insertion professionnelle, mais souvent c'est à travers les stages. J'ai fait un stage de 3 mois, par exemple, au Labochamp, j'ai fait un stage de 4 mois au NCA, j'ai fait un stage. Alors, je vais compiler tous ces stages-là, si véritablement c'est des domaines connexes. Maintenant, ces 3 mois, plus les 6 autres mois, plus les 3 mois, ça me fait 1 an déjà. Donc, je dis que par rapport à telle expérience, j'ai capitalisé quand même 3 ans dans différentes structures. Et le fait de faire des stages dans différentes structures, ça peut également être un point fort au moment de faire la sélection parce que ça démontre qu'au moins vous avez travaillé dans différents milieux. Le chercheur d'emploi, donc, fait souvent appel à des cabinets spécialisés en la matière, ce qu'on appelle les chasseurs de tête. Par exemple, nous, présentement, moi, je suis à Enabel, Agence belge de développement. On est dans une phase de recrutement massif. Vraiment, on a lancé beaucoup de postes actuellement, présentement à Enabel. Mais on l'a confié le recrutement à un cabinet. Mais au moment des entretiens d'embauche, les derniers entretiens, c'est nous quand même qui les faisons. Mais par rapport à la sélection des CV, ce qu'on appelle la détection vraiment de compétences, c'est un cabinet qui gère cela. Mais au moment des derniers entretiens, donc c'est le personnel technique de Enabel qui vient faire donc les entretiens. Donc souvent, on fait appel à des cabinets spécialisés. L'employeur utilise également ce qu'on appelle des agents de placement. Les agents de placement, souvent, ont des compétences ou bien des CV qui sont déjà disponibles sur place. On peut directement les consulter pour qu'ils nous fassent des propositions. Et sur la base de ces propositions, nous, on fait notre sélection pour dénicher effectivement des profils intéressants qui collent par rapport aux critères que nous recherchons. L'employeur consulte également sa banque de CV reçus. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est important de temps en temps de faire le déplacement dans une structure et de déposer votre CV et votre lettre de motivation. C'est conservé quelque part. Quand on doit faire souvent un recrutement, ben, on se rapproche de notre secrétaire pour lui demander est-ce qu'il y a des CV qui sont disponibles? Est-ce que vous pouvez nous les passer? Et d'abord, on fait un tri par rapport à ces CV relativement au domaine de compétences que nous cherchons. Donc, c'est bien de temps en temps de faire des ciblages de structure et de déposer vos CV. Il y a certains recruteurs qui, avant d'externaliser, qui font d'abord ce premier travail de tri en interne. S'il y a véritablement des profils intéressants, de les convoquer pour soit faire des tests ou bien soit faire des entretiens. Donc, c'est toujours important.
Aussi, si vous déposez dans une structure et que votre candidature n'est pas retenue, alors ne vous dites pas que c'est fini pour moi. En tout cas, nous, au sein de l'ENABEL, à l'Agence belge de développement, ce que nous faisons, si on a par exemple ouvert un poste, il y a 4 personnes qui déposent. Si on prend parmi ces 4 personnes, on prend par exemple le premier, les 3 autres, on les garde. Et il y a beaucoup de recrutements dernièrement qu'on a fait. Et souvent, c'était des personnes qui étaient sur la liste d'attente. Parce que souvent, on n'a pas le temps. Il y a une urgence qui est là. On a besoin, dans un délai d'une semaine ou bien de 2 semaines, on a besoin de, par exemple, d'une assistante administrative et financière ou bien d'un expert en VBG, d'un expert en SRAJ. On n'a pas le temps de lancer la procédure qui peut prendre beaucoup de temps. Donc, on va voir parmi ceux qui avaient déposé par rapport à ce poste, le premier, peut-être il est partout, mais il est toujours là. On a besoin de quelqu'un qui doit venir le renforcer. On va directement sur les derniers candidats qu'on avait recrutés. Par exemple, le deuxième, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. Maintenant, si on épuise ce stock, c'est à partir de là qu'on va lancer de nouveaux postes. Le chercheur d'emploi également affiche une offre d'emploi dans les journaux ou sur Internet. Donc, le chercheur d'emploi doit être curieux au sens positif du terme. Pas une curiosité malsaine, mais avoir cette curiosité, c'est également être au fait de l'actualité. Donc, visiter périodiquement des sites d'offres d'emploi, visiter périodiquement les journaux, parce que souvent, c'est à travers ces 2 canaux où on partage effectivement les offres d'emploi. Maintenant, ce que le chercheur d'emploi fait, le chercheur d'emploi doit consulter les offres d'emploi dans les journaux et sur Internet. On l'a dit tout à l'heure. Faire des envois, envoyer spontanément son CV à l'employeur, n'hésitez pas à le faire. Faire appel à une agence de placement de temps en temps, n'hésitez pas à aller vers ces agences de placement, déposer vos CV, faire des entretiens et de temps en temps passer pour voir. Donner son nom à une firme d'agence spécialisée. Souvent, c'est disponible. Vous n'avez maintenant plus besoin de faire le déplacement parce que sur Internet, il y a différentes plateformes qui peuvent vous permettre effectivement de déposer vos candidatures. Il doit également utiliser son réseau de contacts pour dénicher un emploi. On en a parlé tout à l'heure, mais également, il doit faire ses preuves lors de stage. C'est important, les stages, ne les négligez pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas payant que je ne vais pas le faire. Parce que c'est moi qui ai besoin effectivement de capitaliser une expérience. Donc, comme j'ai besoin de capitaliser une expérience, mais je n'hésiterai pas à aller faire des stages, même si ce n'est pas payant. Ces stages-là vont me permettre de renforcer mes compétences. Et il arrivera un moment où vous aurez obligatoirement, nécessairement, forcément un stage payant, parce qu'on sait que vous êtes compétent. Je donne souvent l'exemple, mon exemple. Moi, par exemple, quand je venais juste de sortir de l'université, j'ai fait un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche. 0 franc. Il n'y avait pas de... Le professeur m'a clairement dit, Abdoulaye, c'est vrai, j'ai besoin d'un sociologue pour venir un peu nous renforcer, mais sincèrement, pour le moment, je n'ai pas d'argent à payer. Maintenant, si tu veux, tu peux venir. On va également contribuer à ta formation, tu vas participer aux différentes sessions de formation, aux études que nous faisons. Alors, j'ai décidé de m'engager pendant 6 mois. Mais au bout des 6 mois, j'ai décidé finalement d'arrêter parce que je savais qu'il y avait une plus-value. Ma présence apportait une plus-value par rapport à tout ce que nous faisions au niveau du laboratoire. Et c'est ce jour-là qu'elle m'a proposé un contrat, mon premier contrat. C'est après 6 mois, sans salaire, sans aucun revenu. Mais au bout des 6 mois, j'ai dit, bon, professeur, finalement, je décide vraiment de partir, de voir ailleurs, de chercher ailleurs. Il m'a dit, non, j'ai besoin de toi, je préfère te garder. Donc, je te propose un contrat. Et c'est comme ça donc que les choses ont démarré. Donc, pour dire que souvent les stages, n'hésitez pas à les faire. L'essentiel, c'est que si vous êtes dans une structure, faites preuve de compétence. Si véritablement le manager se rend compte que vous êtes important dans son dispositif, le jour où vous voudrez partir, c'est lui-même qui va vous retenir. Donc, voilà les 10 éléments sur lesquels je souhaiterais donc partager avec vous en attendant vos contributions et sans doute vos questions qui vont nous permettre davantage d'entrer dans le fond du sujet. C'était juste un prétexte donc, pour ouvrir les débats et ensuite les discussions vont nous permettre de davantage enrichir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M.